Donc, la journée, la façon que ça va se passer, on va faire la première section qui dit où regarder, quoi prioriser. En fait, c'est ce qu'on fait présentement. C'est la partie d'introduction. Après ça, François va parler, c'est bien sûr, on veut produire, mais il faut savoir par où commencer. Donc, à ce niveau-là, on va parler vraiment des facteurs d'élevage au niveau de la production, de la reproduction, vraiment là, en tant que tel. Après ça, en après-midi, on va dire, oui, c'est bien beau de savoir qu'il faut produire, mais qu'est-ce qu'on veut produire puis comment le produire. Donc, on va parler un peu plus de qualité de produit, qualité de carcasse, qualité de viande. Après ça, bien sûr, OK, on produit une certaine quantité, mais il y a un prix à ça. Puis à quel prix est très important pour les pérennités des entreprises. Donc, à ce moment-là, Joanne va arriver et on va venir commencer à mettre des chiffres dans tout ça. Et souvent, moi, c'est cet endroit-là, je trouve, qui fait tout le lien avec le reste de la journée. Je trouve vraiment ça pertinent. Donc, vous allez voir, puis souvent, vu que Joanne est productrice, très souvent, s'il y a des questions qu'on ne répond pas, on pèle Joanne toute la journée. Fait qu'elle se ramasse avec plein de questions en fin de la journée. Et on va avoir une présentation, après ça, un troupeau au sein dans un bâtiment sain. Vous allez entendre parler d'humidité et de rongeurs, donc de vermine. Et on va avoir bien sûr une conclusion. Une des choses majeures que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est quand on a un objectif qui est aussi large que produire plus de kilos d'agneaux, c'est que on peut le faire vraiment de plusieurs façons. Puis avec un même objectif, on peut y aller, on peut l'atteindre avec différentes stratégies. Donc, je vous donne un petit exemple bien simple. Dans mon objectif que je vise d'augmenter la productivité, le chemin que je choisis, ou ce que je vais appeler la stratégie, je choisis ma stratégie pour augmenter ma productivité, c'est de travailler d'augmenter mon nombre d'agneaux vendus par brebis en augmentant la prolificité de mes femelles commerciales. Donc, je choisis au fil des années, ou si je suis au démarrage, tant mieux, mais au fil des années, d'avoir des brebis qui sont de plus en plus prolifiques pour augmenter ma productivité, pour augmenter mon nombre d'agneaux vendus. Donc, mon moyen que moi j'ai décidé pour augmenter cette productivité-là, c'est vraiment d'utiliser une race ou une brebis qui est plus prolifique. Ce que je veux vous montrer là, dans ce petit tableau-là, c'est que cet objectif-là que je me suis mis dans mon entreprise, je peux l'atteindre de différentes façons. Donc, quand je veux augmenter mon nombre d'agneaux vendus par brebis par année, les différents paramètres les plus simples qui me permettent de calculer ces kilogrammes-là d'agneaux, ou ce nombre d'agneaux vendus-là, c'est d'abord le nombre d'agneaux que je vais avoir par agnelage. Donc, la première stratégie que j'ai choisie, c'est mon premier choix que je viens de vous dire, mon exemple que je viens de vous donner. J'ai choisi de prendre des brebis qui sont plus prolifiques. Donc, ils vont me donner 2,2 agneaux à la naissance. En moyenne, je devrais avoir une mortalité, si je fais un calcul théorique, je devrais avoir une mortalité qui est autour de 20 %. Un nombre d'agneaux vendus par agnelage, là, donc de 1,76, donc j'enlève les agneaux morts. Puis, j'ai décidé dans ma stratégie de ne pas travailler sur le dessaisonnement. Donc, je me retrouve, je sais, je suis à l'extrême, mais à la fin, j'ai choisi dans mon calcul théorique de ne pas travailler sur le dessaisonnement, ou les performances que j'ai avec mes techniques de dessaisonnement, à la fin, je me retrouve avec un agnelage par brebis par année. Okay? J'ai beau viser 1,3, si à la fin, j'ai un agnelage, ma stratégie, là, c'est pas avec 1,3, c'est pas avec ce que je vise de faire, c'est avec ce que j'ai fait réellement. Donc, à la fin, si je fais juste un agnelage par brebis par année parce que je ne suis pas trop efficace dans les techniques de dessaisonnement, à la fin, je vais produire à peu près 1,8 agneaux vendus par brebis. Je peux choisir une autre stratégie aussi. Prendre une brebis qui est un peu moins prolifique, 1,9 nés, qui va avoir un taux de mortalité d'agneaux plus faible, évidemment, parce qu'il y a moins d'agneaux. Donc, puis travailler avec cette brebis-là en dessaisonnement, par exemple, avec des CIDR, avoir 1,2 agnelages par brebis par année, puis arriver à la fin avec le même 1,8. Qu'est-ce qui a changé? Je suis plus efficace dans mes techniques de dessaisonnement, mon rythme de reproduction est meilleur, même si j'ai une brebis qui est moins prolifique. OK? C'est la stratégie que j'ai prise. La dernière stratégie que je pourrais prendre, c'est de travailler avec des brebis qui sont vraiment pas prolifiques. Il y a 1,5 agneaux nés. Bon, évidemment, j'ai pas beaucoup d'agneaux, donc j'ai pas beaucoup de mortalité, ça va avec. Et de travailler vraiment en dessaisonnement, par exemple en photopériode, d'avoir 1,3 agnelages par brebis par année, puis arriver à même maudite affaire en bas. Même nombre d'agneaux vendus à la fin, 3 stratégies complètement différentes. Mais ces 3 stratégies-là, ils vont m'amener à faire des choix différents dans ma conduite de troupeau, dans tous mes secteurs d'activité. Ces 3 choix-là vont m'amener à faire des choses bien différentes. On va le voir tantôt. Puis, dans le meilleur des mondes,
parce que 1,8, pour moi, ce n'est pas l'objectif que je me suis mis dans mon entreprise, parce que j'ai besoin d'avoir plus d'agneaux vendus pour être plus rentable. Mon objectif, c'est 2,3, genre. Bien, je pourrais choisir de prendre une brebis prolifique, de travailler un peu sur la mortalité des agneaux, puis de baisser de 5 % avec ce que j'avais prévu ou ce que j'envisage, puis de travailler sur le dessaisonnement, puis d'arriver à faire 2,3. Donc, en théorie, ça fonctionne. Je pourrais choisir aussi d'avoir, puis là, je vais exagérer à l'autre bout, une super brebis bien prolifique, 2,5, 2,4. Puis de faire de la photopériode super tête avec cette brebis-là, puis de faire 1,3. Là, vous devinez vite qu'on est au-dessus du 2,3. Donc, il y a des éleveurs qui sont au-dessus de ce 2,3-là déjà. La question dans mon plan d'affaires maintenant, c'est quelle stratégie que je décide de faire. C'est quoi la mienne? C'est celle-là, c'est un hybride, c'est laquelle que je vais faire. Il faut déjà que je sache mon objectif, puis après ça, que je définisse la stratégie que j'ai choisie, puis après ça, je vais pouvoir choisir la race que je veux prendre. OK? Puis on va y arriver tantôt quand on va parler de génétique à cette fameuse race-là. L'autre aspect important aussi dans ça, c'est tout l'aspect reproduction. Dans notre système de production, un des secteurs d'activité qui est névralgique, c'est la reproduction. On a parlé tantôt du nombre d'agneaux produits, c'est la prolificité, ça c'est beau, mais aussi le rythme de reproduction qui a vraiment une influence importante sur la productivité qu'on va avoir. Donc, le rythme de reproduction, en fait, c'est l'intervalle entre les agnelages. Puis, il faut faire attention entre, je n'ai glissé un mot tantôt, mais entre viser et réaliser. Donc, je peux vouloir faire 3 agnelages en 2 ans, puis dire à tout le monde que, ouais, je fais 3 agnelages en 2 ans, mais en le calculant, tu t'aperçois ça finalement que tu fais 1,02 agnelages par brebis par année. OK? Fait que là, encore une fois, dans tes objectifs stratégiques, ça ne marche pas pantoute, là. Tu as dit que tu allais faire 1,3 puis tu fais 1,02. Fait que c'est sûr que ta productivité est affectée par ça. Donc, on a le choix entre guillemets, là, entre 8 et 12 mois entre les intervalles entre les agnelages. Ce qu'il faut voir, c'est que ce rythme de reproduction-là est en lien avec la quantité d'agneaux que je veux produire, mais c'est aussi en lien avec le moment où je veux les produire. Donc, je vais vous donner un exemple de plan de production pour vous expliquer ce que je veux dire. Donc, dans le choix que je fais dans le premier rythme de reproduction que je vous présente, c'est un rythme de 12 mois, donc on accouple les brebis à toutes les années. Ce qu'on fait pour étaler notre agnelage puis étaler notre production, c'est qu'on va faire plusieurs groupes dans notre bergerie. Donc, j'ai choisi de faire 4 groupes. Donc, le premier groupe, je l'accouple au mois de septembre, puis j'ai des agnelages en janvier-février. Le deuxième groupe, je vais le faire 3 mois plus tard, donc j'ai des accouplements, en fait, à tous les 4 mois. Et quand je les répartis, en fait, pour produire de l'agneau, j'essaye à l'année longue. C'était ça mon objectif de départ. À la fin, je me retrouve avec 4 périodes d'agnelage qui sont assez distancées. Donc ça, évidemment, l'intervalle de 12 mois, on ne voit pas ça souvent. On ne voit pas ça souvent, mais des fois, on fait l'intervalle de 8 mois entre les accouplements, puis à la fin, on se retrouve avec des intervalles de 12 mois. Mais bon, si on va dans l'autre plan de production, ou là, qui est plus réaliste, en fait, qui est un intervalle de reproduction de 8 mois, c'est ce que la plupart des producteurs visent. Puis j'ai le même système. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand la saillie qui est là en septembre, puis l'autre qui est là en mai, il y a 8 mois d'intervalle. Et chacun de ces groupes-là, ils sont accouplés comme ça à intervalle de 8 mois. Puis, je vais encore une fois diviser mon groupe, toute ma bergerie en plusieurs groupes, en 4 groupes, pour étaler mes agnelages, parce que ce que je veux, c'est de produire de l'agneau à l'année longue dans mon objectif. Là, vous voyez tout de suite que déjà, on s'est amélioré, il y a moins de creux entre les agnelages. C'est sûr que c'est des agnelages théoriques, mais que le vrai agnelage, ou qu'il va en avoir le plus, évidemment, c'est au début, les 3/4 peut-être de la période d'agnelage. Donc, je suis quand même, avec ces 4 groupes-là, je produis quand même de l'agneau. J'ai des agnelages à longueur d'année. Puis il faut imaginer que chacun de ces agneaux-là, je peux le vendre en lait, en léger ou en lourd. Donc, je peux réussir dans ce type de plan de production-là à produire à l'année longue de l'agneau.
L'autre système qu'on peut, puis là, il y en a des centaines, on peut inventer n'importe quel système, là, il y en a plein de systèmes. Ce que je voulais vous montrer, c'est en fait que chacun, le plan de production que vous allez choisir, il y a une influence sur votre objectif de produire de l'agneau à l'année longue. OK? Ce que je peux choisir, c'est de faire de l'intervalle entre les accouplements de 8 mois, mais de faire plus de groupes. Donc, je vais répartir tous mes accouplements, toutes mes saillies, en fait, en 8 groupes. À la fin, si je les combine, c'est que là, j'ai de l'agnelage à l'année longue. OK? Puis là, je me souviens, il y a une place qu'on a été, puis c'était comme le monde faisait « l'agnelage à l'année longue ». C'était comme une vague, là. Tout le monde disait « ouais, ça n'a pas de bon sens, là ». Puis là, il y a une petite madame qui lève sa main, elle dit « ben nous autres, on fait ça, là, puis ça va super bien, là. On est super contents, nous autres, là, que ça marche comme ça. Là. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas? Il n'y a rien qui ne marche pas, là. C'est vision, mission, valeur. On est encore là-dedans, là. Moi, je n'ai pas de problème à vivre avec ça. Tout mon système est fait. J'ai du monde tout le temps. Je suis capable de m'occuper de mes agnelages puis de faire le reste de ma besogne puis tout ce que j'ai à faire au travers. Puis, je suis capable de gérer ça. Puis, je suis capable de gérer ça. Puis moi, je trouve que j'aime mieux ça. Au lieu d'avoir des moments qu'il y a plein d'agnelages en même temps, que là, je suis obligé d'être là, bien là, l'ouvrage est réparti. C'est bon? C'est pas bon? C'est bien correct. L'objectif, encore une fois, c'est quoi? C'est que moi, je sois à l'aise avec ça, puis que ça, là, que ça ne vienne pas me brûler, là. Parce que si demain matin, tout le monde fait ça, là, il y a la moitié du monde qui, dans 5 ans, ils ont arrêté de faire du mouton, là. Ils vont dire, c'est bientôt l'ouvrage. C'est sûr, les autres, ils ne sont pas mindés pas en tout à avoir de l'agnelage tout le temps, là. OK? Fait qu'encore une fois, c'est à vous autres à choisir ça. En fonction de vos besoins de mise en marché, puis en fonction aussi du rythme d'agnelage, donc du rythme de reproduction que vous devez avoir, que vous vous êtes fixé dans votre stratégie. Moi, ma partie, on va parler de croissance, on va parler de carcasse, on va parler de qualité de viande. J'ai tourné une vidéo, vous allez voir, c'est assez amateur, mais ça donne une bonne idée. J'allais voir une entreprise qui font de la découpe à la ferme. Ça ne touche pas tout le monde. Je trouvais ça super intéressant. C'est quelque chose qu'on voit rarement, entendre parler vraiment des découpes. Le gars qui est là, je leur dirai cet après-midi, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans le domaine, dans l'agneau, dans la découpe. Première des choses, on va faire un retour sur la vidéo que je vous ai montrée. Comme je le disais, je trouvais ça super intéressant. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Et il y avait beaucoup de concepts, en fait, qui revenaient dans cette vidéo-là par hasard. J'ai été chanceux de son discours par lui-même. Le monsieur m'a amené des concepts sur lesquels je voulais absolument revenir. Donc, première des choses, il parle de valorisation. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler de plus en plus parce qu'il y a une valeur monétaire à ça qui est très grande. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de valorisation, ce qu'on veut, c'est optimiser la valeur d'une carcasse. Donc, de ne pas juste faire des coupes primaires puis d'aller vendre ça, mais de réussir à aller chercher des petites choses de plus. On le voit quand il parle de son gigotin. Et son petit filet mignon. Donc, 2 pièces qui se retrouvaient au bout du gigot, qui vendaient en gigot, mais eux vont le chercher. Puis au lieu de le vendre au prix du gigot, ils vont le vendre beaucoup plus cher le kilo. Ça va être valorisé. Moi, j'ai acheté du gigotin, c'est vraiment une belle pièce. Ça va être 200 grammes. Tu mets ça au four, le jus reste à l'intérieur. C'est magique. Pour un repas d'une personne, c'est vraiment une portion parfaite. Donc, c'est super intéressant, puis je n'ai pas été obligé de m'acheter un gigot complet. Donc, pour eux autres, c'est intéressant, mais en tant que consommateur, c'est intéressant aussi. Au-delà de ça, quand on parle de valorisation, on le voyait dans sa façon de découper la carcasse. Qu'est-ce qui est payant? Est-ce que c'est l'épaule? Pas tant que ça. Est-ce que c'est le gigot? Quand même un peu plus. C'est la longe. C'est le carré, c'est la longe. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il va aller chercher le plus proche possible à l'arrière pour sa partie de la longe, avoir le plus de longe possible. Et on le voyait quand il disait, je vais couper dans l'épaule pour aller chercher le plus de carré. Il allait chercher 3 côtes de plus. 3 côtes qui vendent normalement au prix d'un épaule, qui va vendre à 3, 4, 5, 6 fois le prix le kilo parce qu'il passe dans le carré. Peut-être pas 6, peut-être plus 4. 4 fois le prix le kilo parce qu'il passe dans le carré. Donc, ça devient intéressant pour eux autres. Puis moi, en tant que consommateur, je veux dire, je suis content. C'est le même muscle, une belle pièce. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, il y a de l'argent à faire à ce niveau-là. Donc, un concept qui est super important. Parfois, c'est sûr, pour le producteur comme tel, on ne peut pas tous faire de la commercialisation à la ferme, mais c'est juste qu'en tant qu'industrie, c'est des choses qu'il faut penser parce qu'éventuellement, on pourrait avoir une plus belle offre au niveau des tablettes pour les consommateurs. Qualité de carcasse, je pense qu'il dit 2-3 fois comment il est en amour avec sa carcasse, elle est maigre, elle est si belle, c'est du bonbon. Donc oui, le concept de gras, de muscle, c'est directement le rendement et la valeur. C'est facile à comprendre, j'achète 2 carcasses au même poids, si une qui est beaucoup plus grasse, ben j'ai beaucoup plus de pertes. Il va falloir que je travaille ça, j'ai moins de muscle à vendre en bout de ligne. Donc pour eux, c'est important pour le producteur. Donc comme on le dit, plus de gras égale plus de pertes, plus de temps pour travailler, donc moins d'argent.
Donc, je vous pose une petite question, en fait, une question de sémantique. Quand vous vous levez le matin, ceux qui font de l'agneau, est-ce que vous produisez, vous vous dites, moi je produis de l'agneau, je produis des carcasses, je produis des kilos ou je produis de la viande? Première idée qui vous vient en tête, là, comment vous vous percevez? Je vais vous laisser un petit 15 secondes pour répondre. Les ex qui vous viennent en tête en premier. 7, 8, on se rend à 10. Non. Bon, ben, on en a eu 9. Donc, une grande majorité, on voit la moitié des gens à peu près disent qu'on produit des agneaux, quelques personnes des carcasses. Là, on a 22 pour des kilos de la viande. Moi, ce que je dis, c'est ma perception, mais je dis ce qu'on produit, c'est de la viande, parce que c'est ce qu'on vend. Et notre petit consommateur ici, la journée qui ne voudra plus de notre viande, on a beau produire les plus beaux agneaux, on a beau avoir les meilleures productions de kilos au monde, on ne réussira pas. C'est toute l'industrie, en fait, qui va finir par s'écrouler. Donc, c'est important de penser que peu importe, c'est vrai, je ramène tout le temps ça, même pour les éleveurs de race pure, il faut penser qu'en bout de ligne, toute cette industrie-là est basée sur une chose, le consommateur, lui, ce qu'il achète, c'est de la viande. C'est pas des agneaux vivants, c'est pas des carcasses, c'est pas des kilos, c'est vraiment de la viande. Donc ça, c'est important à garder en tête, puis il faut tous travailler ensemble. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'on produit, en fait, notre objectif, c'est de répondre au marché. François le disait au début, quand on fait un plan d'affaires, il faut viser un marché. Donc, il faut connaître ce marché-là, il faut répondre aux besoins du marché. Je dis du marché ou d'un marché. Ça se peut qu'il y ait plus qu'un marché aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on commence des fois à réfléchir. On voit qu'il y a des tendances. Il y avait le projet Carcasse Type. On voyait déjà des tendances en peut-être marché plus ethnie versus marché plus québécois de souche. Il y a dans même pas tout à fait les mêmes strates de poids, où il y a des petites tendances qui se dessinent là. Puis on voit il y a des marchés de niche aussi. On parle des agneaux aux algues. Il y a plusieurs possibilités. Il faut juste s'assurer de travailler puis d'aller combler un marché. Mais globalement, on est capable en tant qu'industrie d'avoir des orientations communes qui vont faciliter les atteintes des objectifs. De combler les besoins. Dans ma partie, moi, je vais parler surtout de chiffres. Ça fait un peu un retour sur l'ensemble des choses qu'on a parlé. François parlait ce matin de vision, mission, valeur. Éric a parlé beaucoup de qualité. François a parlé de productivité, qualité, rentabilité. Fait qu'on a fait le tour sur plusieurs des éléments qu'il y a là. Fait que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, ce que je voulais rajouter dans ma partie, c'est tout ce qui touche aux chiffres, mais aussi en lien avec les ressources humaines, l'alimentation, puis champ culture qu'on oublie souvent dans l'ensemble global de l'entreprise ovine. Puis c'est sûr que tout va reposer sur les chiffres. Fait que ceux qui me connaissent savent que je sors, je suis sortie, là, ça fait plusieurs fois que je le fais, mais je suis sortie de ma zone de confort parce que j'aime mieux travailler en plan de production photopériode qu'en chiffres, mais c'est intéressant. Fait qu'on est parti. Produire, oui, mais à quel prix? Si je pose la question, est-ce que vous voulez viser des performances techniques maximales ou optimales? C'est sûr que si on connaissait tout de suite c'est quoi nos optimales, on viserait ça. Parce que qu'est-ce qu'on veut, dans le fond? On veut augmenter nos performances, mais il faut toujours savoir qu'une augmentation des performances, elle a un coût. Puis le coût, il faut qu'il soit dépassé par l'efficacité. Il faut qu'il soit couvert puis qu'on fasse plus d'argent en bout de ligne. Je donne quelques exemples. Admettons que j'augmente mon gain, mon GMQ de façon exceptionnelle, mais c'est parce que j'achète une moulée qui est hors de prix. Ça se peut que je fasse beaucoup de kilos puis que je fasse un bon gain, mais en fin de compte, peut-être que mon voisin qui va avoir acheté une moulée à bas prix va faire autant d'argent que moi à la fin de l'année. Fait que c'est peut-être pas plus d'argent en plus. J'augmente mon nombre d'agneaux sevrés, mais c'est pas fait de façon rentable. Je donne de la poudre de lait, de la poudre de lait, de la poudre de lait. Je ne sève pas mes agneaux à temps. Je les laisse trop longtemps à l'eau. Finalement, je perds beaucoup d'argent parce qu'ils en boivent trop longtemps. Puis, je suis épuisée, ça prend trop de temps. Je perds encore un petit peu à ce niveau-là. Même chose, si je prends une technique de reproduction qui n'est pas adaptée exactement à l'entreprise ou qui pourrait être utilisée de façon plus optimale chez moi, je peux perdre de l'argent si, par exemple, je prends une technique que j'ai quand même 30% d'échecs puis qui coûte quand même assez cher. Ça, c'est aussi à évaluer. Fait que c'est toujours au cas par cas. J'ai 6 stratégies que je vais essayer de passer rapidement. Fait que j'ai parlé de qualité de fourrage, surveiller de près le stade de croissance, éviter les pertes de nutriments, fertiliser, faire analyser vos fourrages puis répartir vos fourrages en fonction des différents stades physiologiques. C'est sûr, après, si j'ai fait toutes mes analyses, je vais faire des rations réfléchies puis balancées. L'objectif de faire des analyses, c'est de faire des rations pour distribuer ni plus ni moins que les quantités qui sont requises par les animaux. Puis si je peux amener tout le monde à la fin de la tournée de se dire que dans les prochains jours, vous allez essayer de calculer puis connaître votre coût d'alimentation par stade physiologique, par tête par jour, puis de savoir, ma brebis en lactation, ce mois-ci, ça me coûte 53 cents d'aliments par jour, puis ma gestante, ça me coûte 47. Si je suis capable de descendre à 45,
en gardant les mêmes états de chair, est-ce que, bien, c'est toutes ces scènes-là sur le total d'animaux, puis plus vous avez un gros troupeau, plus ça peut faire des grosses différences à la fin de l'année. Fait que ça, il faut le connaître, le coût d'alimentation par tête, par jour, par stade physiologique. Puis réévaluer aussi l'état d'engraissement de vos animaux. Fait que je voulais parler un peu de l'alimentation multiphase. Éric en a parlé un peu ce matin. Je fais juste le ramener parce que c'est bon de répéter les choses. Fait que je voulais juste faire un exemple. Le multiphase, ici, je l'ai pris pour les agneaux. Je vais vous donner l'exemple, qu'est-ce que je veux dire. On dit parfois, on va soigner à volonté jusqu'à l'abattage parce que c'est assez facile. Je soigne à volonté, puis quand c'est prêt, quand ils ont le poids, je les envoie à l'abattoir. C'est facile, mais c'est pas toujours rentable parce que le risque, c'est l'engraissement excessif. Si tout le monde mange tout le temps, puis je fais juste prendre le poids, puis surtout pour les femelles. L'alimentation multiphase chez les agneaux, puis ça peut être appliqué sur le reste du troupeau dans les groupes, c'est plus logique, puis c'est plus économique aussi. Je le divise. Pourquoi le multiphase? C'est qu'on le divise en différentes phases. La phase 1, pré-sevrage, bon départ, ça part du colostrum, partir des agneaux qui vont être beaux. Des agneaux lourds de qualité, c'est des agneaux qui ont vu le colostrum à la base, c'est ça. Puis ça part même avant, là, mais avant que les brebis soient saillies, mais colostrum, puis après ça, on niaise pas, on se paye une bonne moulée cubée, 18 à 20 de protéines brutes, qu'on donne à volonté, avec de l'eau et du foin sec d'indérobé. Phase 2, post-sevrage, on fait le suivi. On peut commencer à passer tranquillement notre moulée à un mélange de grains maison. On va réduire notre protéine à 16-17 avec un bon foin, qui n'a pas beaucoup de fibres dedans. Puis là, le secret dans la production ovine, c'est d'avoir beaucoup de parcs. C'est avoir des parcs pour séparer mâle, femelle dès le sevrage. Puis ça, c'est pas toujours possible, mais quand on peut le faire, bien, ça a tous des avantages parce qu'on va être capable de se séparer. Puis si on pèse régulièrement, de faire de diriger nos agneaux pour contrôler notre état d'engraissement en fonction de nos radais, de ceux qui ont un meilleur potentiel, de ceux qui font plus de gains. Séparer mâle-femelle aussi. Puis, dans les races très désaisonnées, il y a encore beaucoup plus d'importance parce qu'ils peuvent se faire prendre en très bas âge, les femelles, mais c'est aussi que les mâles vont quand même courir après les femelles, fait qu'on perd du gain juste sur les poursuites des mâles puis des femelles. Peser à chaque semaine ou aux deux semaines, on fait de la viande, puis vérifier le gain. Puis là, je voulais juste parler de l'outil GMQ décisif. Je ne fais pas la démonstration, mais il est sur le site Internet du CEPOC dans l'onglet qu'on a mis pour la tournée. C'est aussi simple, ça, d'aller sur le site, puis ouvrir le fichier Excel, puis il y a des cellules en bleu pâle, puis vous allez juste rentrer, le poids de carcasse en lourd que vous visez habituellement, le prix de l'encan d'un léger, si vous décidez de le vendre, au prix du jour. Fait que le poids de vos agneaux légers que vous vendez, le prix moyen, puis après ça, vous mettez qu'est-ce que vous dépensez, qu'est-ce que vous servez dans vos rations, fait que le prix de vos ingrédients à la ferme. Puis là, vous mettez un gain, admettons 200 kg, puis à la fin, ça va vous dire, OK, à 200 grammes, pas 200 kg, à 200 grammes par jour, mon agneau, si vous le gardez, il va être... Stratégie 3, on va parler de substitution. Fait que c'est des calculs assez simples, puis je vais prendre l'exemple de nos deux fermes. Fait que si, mettons, tantôt j'avais utilisé le maïs pour faire mon exemple, puis on a souvent la question, si j'utilisais l'orge à la place, ça serait-tu plus rentable? Fait que la valeur de substitution d'un aliment, quand je parle d'ingrédients assez similaires comme l'orge puis le maïs, ça va dépendre de la valeur nutritive de chaque aliment que je vais substituer, que je vais changer un pour l'autre, du prix, puis de la comparaison des deux aliments à l'achat. Fait que ça se base sur la valeur de l'énergie puis de la protéine à l'achat. Fait que, encore là, il y a un petit outil qui s'appelle substitution d'aliments sur le site Internet du CEPOC où vous avez seulement à rentrer les cellules en jaune. Puis je vais vous faire la démonstration, puis l'outil est à votre disposition. Admettons, je peux avoir de l'orge à 220$ la tonne. Fait que dans mon chiffrier, je vais prendre le coût d'achat du maïs. Ça, c'était le coût d'achat aux élévateurs sur la Fédération des producteurs de culture commerciale en janvier. Le coût du maïs était à 198$ la tonne, puis le tourteau de soya, très élevé, à 630$ la tonne. Quand je rentre ça dans mon calcul, ça me dit que le prix du marché en janvier, 1 % de protéines en janvier, ça valait 9,68, puis 1 mégacal d'énergie, ça valait 34,66. Fait que ça, il est calculé tout seul, vous n'avez pas besoin de le calculer. Fait qu'à partir de ça, vous pouvez comparer les ingrédients. Fait que là, vous rentrez après votre 220$ par tonne pour l'orge,
Puis, il y a un petit tableau où il y a les principaux ingrédients qu'on peut utiliser. Fait que là, ça va être écrit l'énergie puis la protéine. Fait qu'on va mettre, bon, orge, c'est 3 mégacals d'énergie, 12 % de protéines, je rentre ça là, puis ça me dit, oui, il faudrait que tu le payes en bas de 220 et 10. T'sais. Il y a quelques années, je faisais l'exemple, là, puis c'était toujours non, c'était pas un bon achat. Ça dépend des années. Fait qu'il faut toujours le réutiliser, cet exemple-là. Fait que ce que ça veut dire, ça, à 220 et 10, s'il avait été à 225, ça n'aurait pas été un bon achat parce qu'il dépassait le prix. Mais quand je vois 220 et 10, ça veut dire qu'en janvier, utiliser l'orge ou le maïs, c'était pas mal le même intérêt. Puis je me suis amusée à le calculer entre les deux fermes, mais on le voyait que pour la première ferme, si j'avais remplacé mon maïs par de l'orge, bien, j'arrivais pas mal au même prix, mais j'avais besoin d'un peu plus d'orge parce que c'est moins énergétique. Puis l'autre ferme, j'arrivais aussi aux mêmes quantités d'argent à payer, mais j'arrivais avec des quantités vraiment trop élevées. Fait que encore là, le pauvre fourrage venait juste refléter là, que le fourrage était en problème, puis j'étais en risque élevé d'acidose. Fait que la stratégie 3, j'étais allée quand même vite, avoir en tête les rations journalières économiques, puis utiliser le calculateur qui est disponible sur le site Internet du CEPA. Stratégie 4, planifier. Je pense qu'on est tous pris un peu dans nos productions avec des rongeurs. Donc, les rongeurs, un petit peu de prolificité, parler un peu comme François parlait ce matin. Un rongeur, si on prend un rat, ça produit à peu près 4 portées par année. Prolificité d'environ 5 à 12 petits par année. OK, ça commence à faire du monde. Donc, au bout de la ligne, un rat peut produire 20 millions de tous ses descendants en 3 ans. S'ils sont tous capables de survivre, donc, on mettrait, mettons, un petit taux de mortalité de 20 %, un poids des rats d'environ 350 à 500 grammes. Je pense qu'on pourrait commencer à penser que ça pourrait être rentable faire du rat. Donc, effectivement, c'est un problème. Outre ça, donc, les rats sont un sérieux problème au niveau de la production ovine, entre autres pour les maladies. Donc, sont des vecteurs de maladies, entre autres les salmonelles, pasteurellose, l'histosporyziose, toxoplasmose et la rage, entre autres. En plus de ça, donc le coût pour le contrôle des rongeurs, ça nous fait toujours peur, les rongeurs. Puis, on se ferme les yeux. On se dit, ah, il y en a tout le temps un petit peu. Mais regardez un peu le coût. OK, les dommages occasionnés par les rongeurs sont beaucoup plus grands que le coût rattaché. OK, si on n'a pas le temps de le faire, l'extermination, bien, il existe des spécialistes. Donc, si on veut diminuer nos problèmes de rongeurs, éliminer les voies d'accès aux bâtiments et aux sources de nourriture. Un rat peut se déplacer facilement 150 pieds. Il peut avoir facilement son lieu, son refuge à 150 pieds, puis se déplacer pour se nourrir. Donc, souvent, il n'est pas installé dans le bâtisse, il peut être installé à l'extérieur du bâtiment. Donc, placer une zone de gravier ou désherber à 1 mètre autour des bâtiments. Colmater les trous et les fissures.